Bien. Bon, ben, merci à tous. On va commencer donc la troisième conférence débat. On remercie Henri Guénaud et Jean-Frédéric Poisson d'être venus nous rejoindre pour nous éclairer sur quel modèle social français pour le XXIe siècle. Donc je rappelle, même s'il n'y a pas besoin de les présenter, que Henri Guénaud est un ex-commissaire général au plan, ancien conseiller spécial du président Sarkozy et ancien député à l'Assemblée nationale. Et que Jean-Frédéric Poisson est aussi un ancien député de l'Assemblée nationale et président du parti VIA, Parti chrétien-démocrate. Donc, je vais commencer par poser une question à Henri Guénaud. On a parfois l'impression que le modèle social français est rejeté par certains Français aujourd'hui, quoi. Certains s'exaltent même pour ravir Milei, le tronçonneur argentin. Donc j'ai envie de lancer le débat par comment est-ce qu'on est arrivé là, à votre avis, Monsieur Guénaud? Merci. D'abord, merci de votre invitation. Puis je voudrais dire le plaisir que j'ai de discuter et de débattre avec mon ami Jean-Frédéric Poisson. Puis je voudrais aussi saluer Christine Boutin, voilà, et lui dire combien j'ai pour elle d'estime et d'amitié, voilà, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Parce que voyez-vous, juste un petit mot pour le débat précédent, les politiques ont sans doute tous les défauts du monde, puis je reconnais que ça ne s'arrange pas aujourd'hui, il y a des périodes comme ça, mais il y a quand même des politiques qui portent des valeurs, des convictions, une vision du monde. Alors, mon ami Roland Hureau parlerait peut-être d'idéologie, mais l'idéologie, il y en a deux versions, deux acceptions, hein. Il y a l'idéologie comme un système de pensée fermé sur lui-même, et puis il y a l'idéologie simplement comme vision du monde, conception de l'homme, de sa nature. Et ça n'a pas commencé avec la Révolution française, hein. Ça existe depuis toujours. Et je vais vous citer une phrase qu'un de mes professeurs, quand j'étais jeune, m'avait apprise. Il disait, il était spécialiste justement des questions d'idéologie, c'était un soviétologue très, très réputé, et il disait pour expliquer la différence entre le croyant, celui qui croit en Dieu, qui a une religion, et l'idéologue. Il disait, l'idéologue, au sens péjoratif du terme, restrictif, il disait l'idéologue croit qu'il sait, le croyant sait qu'il croit. Voilà, je vous laisse méditer cette remarque. Et je crois que nous avons besoin de la politique. Je suis désolé, mais moi je ne crois pas le pouvoir aux soviets, hein, c'est-à-dire on va faire des petits soviets partout et puis voilà, ils vont gouverner le pays. Ça va remonter de la base au sommet. On sait ce que ça a donné, on sait ce que ça a toujours donné dans tous les cas, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus que le sommet. Voilà. Et les soviets ne sont plus, les conseils d'ouvriers, appelez-les comme vous voulez, ne sont plus que des relais d'un pouvoir qui progressivement devient totalitaire. Voilà. Moi, non, l'élection n'est pas l'ennemi, c'est pas le système, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de mode de décision parfait, mais il faut bien comprendre que chaque mode de désignation de ceux qui vont exercer les responsabilités politiques, et c'est inévitable qu'il y ait des responsables politiques, bons ou mauvais, le mode de désignation, la légitimité de ce mode de désignation, elle est différente d'une époque à l'autre. Pendant des siècles, la légitimité dynastique s'est imposée, puis un jour elle s'est évanouie, et il a fallu passer à autre chose. Et la légitimité de notre époque, c'est la légitimité de l'élection. Voilà. Alors, par légitimité, je m'entends, l'élection confère la légalité, elle confère un début de légitimité, mais elle ne garantit pas pendant tout le mandat que celui qui exerce ce mandat est légitime. La légitimité, ce n'est pas quelque chose qui vient ni du droit, ni d'en haut, c'est quelque chose qui vient toujours d'en bas, c'est quelque chose que vous reconnaissent ceux sur lesquels votre pouvoir s'exerce. Voilà, c'est comme l'autorité. L'autorité, ça ne se décrète pas.
Et quand vous pensez que ça se décrète, quand vous pensez que, quand vous confondez la légitimité et la légalité, vous allez au-devant de très graves problèmes. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est un chef militaire qui n'a plus la légitimité de commander aux yeux de ses soldats dans l'organisation qui est la plus sensible au pouvoir hiérarchique. Eh bien, il ne peut plus commander ses troupes. Ça nous donne 1917, par exemple, les mutins de 17, qui n'étaient pas tous des gauchistes, des lâches, qui avaient, pour la plupart, s'étaient battus d'une façon héroïque pendant 3 ans, et qui brusquement n'en pouvaient plus de la manière dont on les envoyait à l'abattoir. Eh bien, à un moment donné, ils ont refusé d'obéir, et on a failli perdre la guerre. Donc il faut se souvenir de ça. La souveraineté du peuple, je reviens un instant parce qu'elle est sous-jacente à tous nos débats. Moi, je ne me définis pas comme souverainiste, parce que je considère que dans l'idée du souverainisme, il y a l'idée que le contenant est plus important que le contenu. Et moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le contenu qui est plus important que le contenant. Le général de Gaulle ne dit pas « toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la souveraineté française », mais toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Et la souveraineté, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas vous l'enlever, ni à une personne, ni à un peuple. La souveraineté, pour moi, c'est le droit imprescriptible d'une personne ou d'un peuple de dire non. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous pouvez renoncer à l'exercer, mais on ne peut pas vous l'enlever. On devrait faire lire L'homme révolté de Camus à tous nos politiciens. Vous savez, c'est l'homme révolté est un homme qui dit non, dit-il. Qu'y a-t-il dans ce non ? Vous avez franchi une limite. Cette question de la limite est une question absolument essentielle. Même l'esclave face à son maître peut dire non. Alors il en subit les conséquences. C'est-à-dire qu'il accepte le risque d'être exécuté, d'être puni, bon. Mais personne ne peut lui enlever ce droit. Donc nous pouvons l'exercer individuellement et collectivement en acceptant les conséquences. Et quand un peuple dit non, même un peuple désarmé, même à main nue, ce peuple, quand il veut retrouver son indépendance, il finit par la retrouver. Regardez ce qui est advenu de tous les empires coloniaux. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, mais pour moi, elle est très importante. Et pour moi, la politique, c'est la capacité à dire encore non. C'est la volonté humaine dans l'histoire et la capacité à dire non. Voilà. Est-ce que nous voulons dire non? Est-ce que nous acceptons les conséquences de notre refus? En 1940, il y a la France libre qui veut exercer la souveraineté, qui dit non, et puis il y a Vichy qui ne veut pas l'exercer. Mais ils auraient très bien pu, les gens qui étaient à Vichy auraient très bien pu dire non, ils auraient pu partir en Afrique du Nord, ils auraient pu dire non aux Allemands, ils en subissaient les conséquences. Mais voilà, donc c'est vraiment une question qui se pose à chacun d'entre nous et à nous tous ensemble. Voilà. Mais c'était juste pour ma réaction par rapport au propos d'Étienne Chouard, qui a le mérite de soulever des débats très, très profonds, mais je crois que si on ne réfléchit pas à ça, effectivement, on peut plus gouverner. On ne peut plus gouverner la nation, on ne peut plus gouverner les peuples. Et les peuples, ils ont besoin d'être gouvernés. Et pardon, mais ils le réclament parce qu'ils savent très bien que chacun ne peut pas se gouverner totalement lui-même, et que on fait une société quand on délègue d'une manière ou d'une autre, et il en a toujours été ainsi depuis l'apparition des cités antiques, c'est-à-dire depuis l'apparition de ce que nous appelons la civilisation. Voilà. Et qu'éliminer la politique est la pire des choses. Parce que si vous éliminez la politique, vous éliminez ce qu'il y a entre le droit et la guerre. Voilà. Et la politique, c'est le lieu du marchandage, c'est le lieu des arbitrages, c'est le lieu des concessions, c'est le lieu de la diplomatie. Et elle est indispensable quand le droit échoue, c'est-à-dire que tous ceux auxquels il s'adresse ne lui reconnaissent plus de la légitimité. S'il n'y a pas la politique, alors il ne reste que la guerre de tous contre tous, ou la guerre entre les nations. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais elle n'est pas éloignée du sujet que nous allons traiter, parce que la question sociale, c'est effectivement une question qui repose sur cette problématique de voulons-nous la guerre de tous contre tous? Nous sentons-nous un peuple? Et un peuple, c'est fondé sur la solidarité, sur le fait que nous acceptons des sacrifices
que nous n'aimons pas forcément, mais pour rester un peuple. Nous acceptons de payer des impôts, oui, nous acceptons des règles, nous acceptons des lois qui ne nous plaisent pas forcément, mais nous l'acceptons parce que nous avons conscience d'appartenir à un peuple, parce que nous avons conscience de former un peuple qui au fond, se comporte dans l'histoire comme une personne. Vous savez, Michelet, la France est une personne. Et le jour où nous perdons cette conscience, alors c'est terminé. Il n'y a non seulement plus de nation possible, il n'y a plus de société possible. Il n'y a plus de peuple. Voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre, cette conscience? On n'a pas cette impression, parfois, que ça hésite, quoi, de... Mais c'est bien le problème, oui. C'est que si le peuple n'a plus d'imaginaire commun, c'est plus un peuple. S'il n'a plus de référence commune, s'il n'y a plus rien qui soit plus important que l'opinion et la position de chaque individu, il n'y a plus de société possible. Mais ne croyez pas que ça va donner le règne de l'individu. Ça donne le règne de la tribu. Parce que comme personne ne peut vivre seul au monde, l'individu il va se réfugier dans des solidarités de proximité, à la fois économiques, mais aussi sociales, mais aussi culturelles, voilà, anthropologiques, ethnologiques. Et là, vous avez la dilution du sentiment d'appartenance et de tout ce qui le nourrit conduit aux tribus. Et les tribus conduisent à la guerre des tribus. Voilà mon sentiment profond. Je réponds maintenant à votre question directement. Comment en sommes-nous arrivés là? Maintenant, nous ne sommes pas arrivés là parce que le système social, qui est le fruit du compromis de l'après-guerre, le pacte social qui a été conclu au moment du programme du Conseil national de la résistance et de sa mise en œuvre, c'est pas ce pacte social qui est défaillant, c'est que nous avons détruit sciemment la société et l'économie depuis des décennies. Et comme tout système social, il s'est trouvé submergé par les victimes, submergé par les ayants droit, submergé par toutes les... vous voyez, toutes les victimes des politiques que nous avons faites, vous les connaissez tous, hein, mais oui, la mondialisation heureuse telle qu'elle a été faite n'était pas heureuse, elle n'était pas intelligente et elle ne pouvait pas conduire à autre chose. Oui, l'Europe telle que nous l'avons faite ne peut pas conduire à autre chose. Et oui, le renoncement de nos politiques, oui, l'idéologie, je prends le terme de Roland Hureau, l'idéologie dominante du moment dont nous sommes en train ce moment dont nous sommes en train probablement de sortir, en tout cas nous atteignons là, à mon avis, les limites, l'idéologie, elle était extraordinairement destructrice. Et plutôt que de passer son temps sur les plateaux à insulter ou à caricaturer tous les mouvements qui nous déplaisent, y compris l'élection de Trump, il vaudrait mieux que nous passions notre temps à nous demander ce que signifie l'émergence de tous ces mouvements, ce que signifie l'élection de Donald Trump. Mais ce n'est pas en détruisant notre modèle social que nous allons résoudre le problème, c'est en remettant de l'ordre dans l'économie et dans la société que nous allons peut-être arriver, sans détruire ce qui fait notre socle de solidarité, et qui est un des nœuds de notre sentiment d'appartenance, que nous le voulions ou non. Pour ça, il faut reconstituer, et c'est ça, ce sont les vraies questions politiques d'aujourd'hui, un imaginaire commun, il faut reconstruire l'école, il faut reconstruire l'économie, il faut reconstruire la société, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Reconstruire une nation, peut-être, en fait, tout simplement. Oui, mais ça va au-delà de la question de la nation, c'est-à-dire que la nation comme concept politique, c'est la notion de peuple qui est la plus importante. Une nation, c'est un peuple, un empire, c'est plusieurs peuples. Voilà, c'est deux modèles qui s'affrontent depuis toujours, mais en revanche, même dans un empire où il y a plusieurs peuples, les peuples ne vivent pas superposés les uns aux autres. Hein. Ils vivent à côté. Dans l'Empire austro-hongrois, il y a des Autrichiens, il y a des Hongrois. Les Hongrois, ils sont pour l'essentiel en Hongrie. Alors les élites, elles se mélangent, mais les autres, voilà, en Italie du Nord, il y a l'Empire austro-hongrois, et dans l'Empire austro-hongrois, il y a des Italiens. Les Italiens, c'est pas un Hongrois. Voilà, c'est pas. Mais ils vivent dans le même empire, ce qui fait que la démocratie y est beaucoup plus difficile. La démocratie, la nation. La démocratie, c'est la nation, et la nation, c'est un peuple. Voilà, il faut un peuple qui a une conscience de peuple pour que la démocratie puisse exister, pour que soit légitimée
ou légitime la règle de la majorité. Et ça exige des dirigeants qui ne franchissent pas les limites du consentement. C'est-à-dire que, vous savez, on peut, avec très peu de gens qui ne veulent plus consentir, installer un chaos qui est non maîtrisable. Voilà, vous pouvez mettre toutes les forces de police et de gendarmerie qui sont quand même pas infinies. Hein, il doit y avoir à peu près, je sais plus, ça doit faire 150 000. Voilà, si vous avez seulement 10% de la population qui disent nous on n'obéit plus aux lois, on ne consent plus. À dire, vous avez 90% qui veulent, donc majorité écrasante, fermez-la. Mais non, s'ils ne veulent pas, vous n'avez plus aucun moyen de faire appliquer la loi, plus aucun moyen d'obliger. Ça ferait 6 millions de personnes. Hein, voilà. Et même si on prend que les électeurs, ça en ferait au moins 4 millions. Imaginez, avec ce qui s'est passé avec 500 000 gilets jaunes, au moins au début. Voilà. Merci Henri Guénon. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi le modèle social français est la cible du gouvernement aujourd'hui? Je vous lance comme ça, hein, notamment en durcissant sans cesse les allocations chômage, etc. Et même question, comment en est-on arrivé là en fait? Vous me tentez beaucoup. Merci en tout cas à mon tour. Merci de votre invitation. Saluons également Christine et tous nos amis qui sont là. Le modèle social français est une espèce d'alchimie particulière. Évidemment, son origine dans la pensée sociale chrétienne. Ce sont les chrétiens sociaux qui, à la fin du XIXe siècle, inventent l'assurance maladie, les allocations familiales, un certain nombre de dispositifs comme la prévoyance. Alors, ils l'inventent dans leur région ou pour leur entreprise, mais les concepts naissent à cette époque-là. Vous avez entendu parler de ces noms, Albert Demain, La Tour du Pin, et quelques autres. Ça naît sous le Second Empire, puisque contrairement à ce que Victor Hugo a essayé de faire croire aux Français depuis maintenant presque 2 siècles, Napoléon III a été un grand dirigeant, particulièrement sur le plan social. Piètre chef militaire, parce que c'est mal terminé, mais enfin, on lui doit l'abrogation des lois qui disaient les groupements syndicaux et les corporations, les fameuses lois d'Allard le Chapelier de la Révolution française, qui empêchaient la constitution de leur propre protection par les salariés ou par les travailleurs, comme on dit aujourd'hui. Donc les racines sont là. Il n'est pas douteux que Napoléon III, l'inspiration de Napoléon III était elle aussi chrétienne. Il y a bien sûr l'influence de l'histoire du capitalisme économique de la production de richesse, c'est-à-dire le fait que c'est le patron qui reste c'est le propriétaire de l'entreprise qui reste le patron et c'est lui qui a le droit de dicter ses règles pour produire des richesses de l'entreprise. Puis il y a toute l'histoire syndicale et ce qu'on appelle le modèle social français, et Henri évoquait son inspiration beveridgienne post-Seconde Guerre mondiale, c'est un modèle très redistributif au fond. C'est une espèce de mélange de ces 3 influences. Elles se sont équilibrées à peu près pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand il naît, on est encore dans une société de confiance. Alors, elle souffre, elle a mal, elle est percutée par les guerres, des agitations internes très violentes. Entre les 2 guerres, il y a les années 30 qui ne sont quand même pas des choses de tout repos. Mais globalement, la marque du corps social, c'est que on a, même si on n'est pas d'accord avec le pouvoir politique, les institutions tiennent, on a confiance dans les institutions, on n'est pas forcément le concurrent de son voisin. Enfin, tout ça fonctionne dans une forme je dirais pas de conception organique du corps social, parce que ça va beaucoup fâcher. On va changer de micro, me dit-on, d'accord? 1, 2. Ah oui, ça marche mieux. Je recommence depuis le début. Non, c'est pas vrai. Je dirais pas conception organique du corps social, parce que ça va fâcher la presse d'extrême gauche. Vous savez que pour l'extrême gauche, la marque des fascistes que nous sommes tous, bienvenue au club, c'est que nous avons une conception organique du corps social. C'est-à-dire que pour nous, les gens sont liés les uns aux autres par l'obligation du respect et de la responsabilité. Nous, on croit ça. Et on croit que ce lien légitime des positions différentes dans le corps social, des types de responsabilités différentes, une répartition différente des pouvoirs, etc. etc., etc. C'est le contraire de l'égalitarisme pur et dur qui est la marque, comme vous savez, de nos adversaires. Parenthèse fermée. Donc pour que ça fonctionne, ce modèle, d'abord il faut que les acteurs soient conscients de ce qu'il est, et donc de leur responsabilité dans cette économie générale, l'économie générale de son fonctionnement.
Il faut deuxièmement avoir les moyens de le financer, parce que ça coûte des sous. Et troisièmement, il faut que les acteurs en question soient formés à le faire fonctionner. C'est-à-dire que non seulement ils comprennent ce qu'ils doivent faire, mais qu'en plus ils soient en capacité de le faire. Il ne faut pas s'étonner du fait qu'au fur et à mesure des années, sont venues sur le tapis, par exemple, des notions comme la responsabilité sociale des entreprises. Alors, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont pratiqué la responsabilité sociale des entreprises. Ça peut être à mi-chemin entre des choses très importantes et une fumisterie, mais alors absolument colossale. Parce que les entreprises sont certes responsables au-delà simplement de leur compte d'exploitation et de l'exercice de leur métier, mais pas beaucoup plus loin que ça, sauf exception. Alors on en a fait, je dis fumisterie parce que on en a fait, c'est comme la communication dans les années 90. Enfin, on a fait des tartines et des tartines. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de communication, simplement. Ça dépend de ce à quoi on la destine et de la façon dont on s'en sert. Donc il y a une responsabilité sociale des entreprises, mais ce qui est très frappant, c'est qu'on soit obligé de le rappeler et de l'inscrire dans la loi. Le débat sur la responsabilité sociale des entreprises n'existe pas depuis la guerre, parce que d'une certaine manière, généralement, on trouve toujours des exceptions, bien sûr. Hein. C'est comme les élus, ils sont tous pires, sauf mon maire et mon voisin, qui eux sont évidemment des personnes parfaites, puisque je les connais. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc on soit obligé de le rappeler, est quelque chose qui démontre un affaiblissement de la prise de conscience de ces acteurs économiques en matière d'action sociale et d'action politique au sens noble du terme. En travaillant dans mon premier mandat de député sur des questions qui étaient liées à la négociation collective de branche, à la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises, à la dépression, etc., enfin des choses comme ça, je suis moi-même un ancien DRH d'industrie, je me suis rendu compte que le principal défaut des organisations syndicales et patronales d'aujourd'hui, c'est la formation. Ils ne savent pas comment exercer leur responsabilité de représentants. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de formation. Ils payent même des fortunes pour aller... bon. Mais on en est à un point quand même dans les organisations, les centrales syndicales, dans lesquelles, quand vous avez une entreprise, je ne sais pas moi, de restauration collective qui licencie 250 personnes dans le Tarn, la centrale syndicale qui n'a pas de spécialiste de la restauration collective dans le Tarn envoie depuis Paris quelqu'un qui était spécialiste de la négociation collective, mais vient des transports. Et autant vous dire que, alors sur le plan technique de la négociation, il est meilleur sans doute que tout le monde, mais on perd la connaissance du cœur de métier appliqué à la réalité quotidienne des gens. Et petit à petit, les gens s'en rendent compte, ils ne participent pas aux élections syndicales. Qui d'entre vous a voté aux élections professionnelles la dernière fois qu'il a été invité? Certes, bravo, merci monsieur, 3, 4, 5. Voilà, alors en général, c'est 8% des salariés qui participent. Là, on en est loin encore, mais enfin, on est à peu près, donc la proportion est la même partout. Donc cette dissociation entre les représentants économiques et sociaux et les entreprises ou bien la force collective de travail, comme on dit dans les gazettes, elle s'est petit à petit instaurée comme ça, faute de formation, faute de prise de conscience de responsabilité, faute, etc. Deuxièmement, il y a un facteur qui est l'affaiblissement de la prise en compte des thématiques collectives, de la force primordiale de la collectivité sur le droit ou le désir individuel. Nous nous sommes succédés à la tribune, mon cher Henri, il y a quelques années, au moment de la première lecture du texte sur le mariage pour tous. Et on avait dit grosso modo la même chose, c'est-à-dire nous étions en situation de rappeler à une certaine gauche qu'en général, les individualistes, c'est nous, c'est pas eux. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de rappeler à la société française la force du collectif et des institutions par rapport à la puissance de la liberté individuelle, en général, c'est la gauche qui le fait. C'est son fonds de commerce. Et avec Henri, nous sommes succédés à la tribune pour dire mais vous êtes en train d'être complètement vérolé par le logiciel individualiste, de telle sorte que vous êtes en train de nous dire que l'institution doit plier devant le désir individuel. Comme pour le télétravail. C'est la même logique. C'est-à-dire, je veux travailler chez moi à l'écart du collectif de travail,
Donc je dois pouvoir, donc je veux, donc je dois pouvoir. Ça, c'est la grande logique de toutes les lois, y compris de bioéthique, ma chère Christine, depuis plus de 30 ans. Et ça s'est entré dans les lois sociales et dans la pratique des gens. Alors, je ne suis pas contre le télétravail. J'ai été maire et patron de la communauté d'agglomération de Rambouillet. J'ai signé un accord télétravail avec mes agents. Donc je ne suis pas contre ça. Mais que vous en arrivez au point que, faute de pouvoir exercer sur les équipes une autorité suffisante pour s'assurer qu'ils viennent bien au bureau tous les matins, ce qui est quand même leur contrat de travail accessoirement, des entreprises entières mettent tous les salariés de leur siège, tous sans exception, à travailler chez eux. Des entreprises de services, des programmations informatiques, de conseils financiers, etc. On voit les gens travailler chez eux, au point que maintenant, il faut rappeler les gens en leur disant il faut venir au siège pour une réunion, je ne sais pas, dans 3 jours. Ils s'entendent répondre, ah bon, pourquoi faire? Je suis chez moi, on peut le faire par visio, pourquoi tu m'ennuies? Donc, cette prégnance de l'individualisme, elle esquinte le modèle social par définition, puisque le modèle social repose sur la confiance et sur la solidarité. Et nous sommes dans une société de méfiance et d'isolement. Donc ça ne peut pas fonctionner. Je mets de côté les aléas économiques et financiers qui, évidemment, percutent notre modèle social. C'est d'ailleurs un problème, puisque aujourd'hui, le modèle social est financé intégralement sur des cotisations salariales, patronales ou des salariés. Donc sur le coût du travail. C'est la seule alimentation. Bon. C'est pour remédier à cela que nous avions voté au Parlement en 2012 la TVA sociale. Une des erreurs du président Sarkozy, c'est d'avoir fait voter par le Parlement si tard. C'est d'ailleurs le premier texte que M. Hollande a rayé des tablettes quand il est arrivé aux affaires, et sa majorité avec lui en juillet 2012. Et le deuxième texte qu'il a fait voter, c'était le traité de Berlin, c'est-à-dire le fait de donner les clés du budget français à la République fédérale allemande. Et donc cette TVA sociale, ça consistait, vous le savez, vous connaissez le sujet, à mettre des barrières douanières à la frontière de la France pour que les produits d'importation payent des taxes censées financer le budget. Voilà, on estimait que c'était à l'époque, toi tu as suivi ça depuis le cœur du réacteur, c'était une vingtaine de milliards d'euros de recettes par an. 20 milliards d'euros de recettes par an, c'est pas une paille quand même. Parce qu'à la fin d'un mandat, ça fait 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Enfin, vous savez, ça s'incrémente. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est un peu plus de 100 milliards de recettes sur un mandat. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on court après 60 désespérément, qu'on ne va pas trouver d'ailleurs, on est quand même sur des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, dernier élément, il y a quand même cette incapacité que nous avons, collective au fond, à se redire que le système social, notre modèle social, ce n'est pas un modèle économique seulement. Il porte une vision de la personne humaine, une vision des rapports sociaux, et particulièrement une vision de la place de la famille dans la société. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de là. La constance vicieuse avec laquelle, depuis Édouard Balladur, 93, le fait de dissocier les cotisations familiales de la part patronale, ça c'est en 93, il y a 30 ans. Les attaques contre le quotient familial, les attaques contre les allocations familiales et leur mise sous condition de ressources, vous ne pouvez pas d'un côté attaquer sans cesse la solidité de la cellule familiale et la priver petit à petit de ses moyens, et d'un autre côté vous étonnez que le modèle social ne marche plus, parce que quand vous esquintez les gens, il n'y a aucune raison que le modèle social fonctionne. Merci Jean-Frédéric Poisson. Henri Guénon, j'avais une question auquel j'aurais voulu que vous répondiez de façon très courte, parce qu'après je vous demanderai quel modèle social et quel modèle économique pour ce modèle social. Mais en cherchant sur Internet ce que vous pensiez un peu profondément sur le modèle social, j'ai trouvé une chose que j'avais complètement oubliée, que vous aviez été commissaire général au plan. Bon, pas du tout le type de commissaire que d'un certain Bayrou. Le dernier vrai commissaire général au plan. Ça me gêne un peu de le dire, parce que oui, Bayrou a un petit peu abîmé la fonction. Mais j'ai lu que vous aviez été démis de vos fonctions pour avoir osé remettre un rapport. Donc je voulais savoir de façon très courte pourquoi.
Alors je vous raconte cette histoire qui à l'époque a défrayé la chronique. Alain Juppé, quand il était Premier ministre, avec qui je ne m'entendais pas du tout. C'était bien le seul. D'ailleurs, ça n'a pas changé, ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Mais avait chargé le commissaire au plan et le commissariat du plan d'un rapport sur les chiffres du chômage. Essayer de mettre au clair les différents concepts. Enfin, voilà, de quoi parlait-on quand on avançait les chiffres. Donc, j'avais pris ça très au sérieux. On a réuni un groupe de travail, comme le faisait le plan en général. Un groupe de travail dans lequel, d'ailleurs, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Parce qu'il y avait toujours je me souviens, il y avait des inspecteurs généraux de l'INSEE qui vous expliquaient que mais les cadres, non, c'est pas les plus malheureux dans cette histoire. Bon, c'est très bien. Lui, il était sûr d'avoir un emploi à vie. Et les cadres au chômage sont mieux payés que les ouvriers. Mais c'est la catégorie de la population où il y a le plus de rupture sociale due au chômage. En général, ils perdent, donc ils se sont endettés pour acheter leur appartement, leur voiture, donc ils perdent leur famille, ils perdent leur relation sociale. Enfin, c'est là où il y a le plus de drames consécutifs au chômage. Bon, on était en désaccord, donc je finis par dissoudre le groupe de travail et on a fait à 4 un rapport. Alors les 4 étaient d'abord le patron d'un organisme que le grand public ne connaît pas, mais qui était dans l'orbite du plan, qui est l'organisme d'études commun à tous les syndicats, qui était un spécialiste du marché du travail, un sociologue qui s'appelait Robert Castel, qui était très connu à l'époque, qui était déjà un vieux monsieur, mais vraiment très, très respecté, et puis un économiste pour qui j'avais le plus grand respect, qui était Jean-Paul Fitoussi, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, qui était professeur de macroéconomie de Sciences Po et le président de l'OFCE, organisme qui existe toujours, qui avait été créé par Raymond Barre dans les années 70. Et on a fait à 4 un rapport qui expliquait que quand il y avait 3,5 millions, ce qui était le cas à l'époque, de chômeurs dans la catégorie 1, eh bien, il fallait compter près de 7 millions de personnes directement concernées par les difficultés de l'emploi. Je ne parle pas des familles, je ne parle pas des enfants ou de l'épouse qui ne cherchent pas de travail, mais d'une manière ou d'une autre, on a fini par appeler ça le halo du chômage. Voilà, donc ce rapport sort, fait beaucoup de bruit. Et entre-temps, le gouvernement avait changé, la majorité avait changé, puisque des génies avaient déjà décidé de convaincre Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'on allait pouvoir revenir avec une majorité plus consistante. Voilà, on est revenu avec une minorité. Ce sont les mêmes qui ont transformé un septennat en semestre. Vous vous souvenez, les manifestations en 1995. En 1996, on ne pouvait plus gouverner. Et en 1997, on dissout. 50 cohabitations. Voilà. Et le gouvernement socialiste, qui n'était pas le commanditaire de ce rapport, je trouve que ça ne lui plaît pas, ça lui complique la vie. Voilà, il décide de se débarrasser du commissaire au plan, ce qui était tout à fait son droit, sauf qu'ils l'ont fait avec un manque d'élégance absolument et de sectarisme jamais vu, bien que je fus soutenu à l'époque, c'était très intéressant, par à peu près la quasi-totalité des syndicats, à l'exception de la CFDT, je dois dire, puisque les syndicats étaient les partenaires naturels du plan, par la quasi-totalité des forces politiques, y compris des parlementaires socialistes, voilà, par le mouvement des citoyens de Chevènement, enfin bon. Et c'est extraordinaire, donc j'ai été... On me proposait des postes qui étaient indignes. Et j'étais le premier, le seul commissaire au plan à être envoyé au chômage pour avoir fait un rapport sur le chômage. Par un gouvernement de gauche. Par un gouvernement de gauche. Alors, tout le monde a oublié cette histoire. Donc en plus, moi, je sais ce que ça veut dire. Je pense que je suis un des seuls
responsable politique, après je suis devenu plus tard haut fonctionnaire, hein, mais à l'époque j'étais dans le secteur privé, je n'avais pas de protection particulière. Et je suis le seul membre à la fois de la couche supérieure des responsables politiques, au moins à une époque, et de la haute fonction publique, qui sait ce que c'est que le chômage pour l'avoir vécu. Je vous dis ça aussi parce que ça explique à la fois mes origines sociales et cet événement-là dans ma vie explique la colère qui me prend très souvent quand j'entends des gens un peu de gauche, du centre, de droite, qui expliquent que le chômage, c'est une grande crise de fainéantise. Hein, on disait déjà ça dans les années 30. Que le chômeur, c'est vraiment celui qui ne veut pas travailler, qui oublie beaucoup de choses. Hein, qui oublie, par exemple, que si l'ingénieur il prend la place du jardinier, le jardinier il prend la place de qui? Enfin, voilà, je veux dire, on ne peut pas traiter le chômage sans regarder à la fois ses conséquences économiques, sociales, ce que nous cachent les chiffres, pas délibérément, hein, mais ce qu'il y a derrière les chiffres, et puis les vies qui sont abîmées. Voilà, moi, je ne peux pas supporter, alors une exception peut-être dans ce qu'a été ma famille politique, mais ce n'est pas le cas d'ailleurs quand le RPR était gaulliste, voilà, c'est pas du tout le cas. Moi, je me souviens toujours de la phrase de Pasqua que je cite souvent parce que dès que vous dites ça, vous êtes traité, on m'a traité il n'y a pas longtemps de crypto-socialiste. Voilà, parce que je trouvais que les caricatures sur, vous savez, il faut supprimer le CNRS, il faut supprimer France Travail, il faut supprimer l'ADEME, il faut tout supprimer. Et pourquoi pas l'INSERM, le CEA, enfin tout. Voilà. Et à part ça, on va devenir beaucoup plus riche. Et donc là, vous êtes crypto-socialiste. Hein, si vous dites qu'il faut continuer à verser des allocations chômage, crypto-socialiste. C'est vrai qu'on est vraiment voilà. La caricature. Donc mais dans la caricature qui ne permet en plus absolument pas de résoudre les problèmes qui sont posés. Donc j'ai beaucoup de mal. Je me suis battu contre beaucoup de gens pendant la réforme des retraites. Imaginez quand même la règle de l'âge, hein, les réformes d'âge sont des réformes qui sont totalement en contradiction avec le discours sur la valeur travail. Pourquoi ? Parce que les réformes d'âge ne rapportent par rapport aux réformes d'annuité, qui portent sur les annuités, que si on escroque ceux qui ont commencé à travailler tôt. Sinon, ça ne rapporte rien. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc, moi, je milite pour la suppression des mesures d'âge. Et je trouve que cette réforme était absurde. Alors, on l'avait fait pour aller jusqu'à 62 ans. Bon, et encore Sarkozy avait beaucoup résisté à son entourage qui voulait 65 ans, hein, déjà. Et il avait dit non, ça, toujours la limite, hein, 60 ans, ça va être dur. En plus, j'avais promis que je ne toucherai pas, il y a la crise, bon, très bien. Mais 65 ans, je peux pas. Mais je pense qu'il faut maintenant supprimer l'âge et s'occuper que des annuités. Voilà. Mais quand vous dites ça, vous êtes crypto-socialiste quand vous n'êtes pas crypto-communiste, voilà. Eh bien, moi, je revendique le droit de ne pas être socialiste, de ne pas être communiste, de ne pas être LFI, et d'avoir une conscience sociale. Voilà. Et cette conscience sociale, d'abord, je me souviens d'où je viens, je ne m'en séparerai pas. Voilà. Et donc, cet épisode a été très marquant dans ma vie parce que, d'abord, ils avaient le pouvoir. Donc, ils avaient le pouvoir aussi de m'écarter de tous les postes. Ça a été très compliqué de retrouver une position sociale et économique. Voilà, je sais ce que c'est. Voilà, je sais ce que c'est, surtout quand vous avez le pouvoir contre vous et que ce pouvoir, en plus, est censé être un pouvoir social, humaniste. Bon, j'ai rencontré le sectarisme et je ne l'ai pas rencontré qu'à droite, quoi. Merci beaucoup. Jean-Frédéric Poisson, quel modèle social pour le XXIe siècle? Quel modèle économique? Comment, en fait, on finance ce modèle social, à votre avis? Alors, je crois que, en fait, les choses sont assez simples. On est tous très, très étonnés de cet épisode récent. Nous avons tous assisté à la signature par le nouveau président des États-Unis d'une rafale de décrets ou d'un trait de plume. Il supprime des trucs, il en rajoute d'autres, enfin et bon. Et j'ai comparé ça avec la situation française, en me disant, mais
quel parti politique, enfin Henri l'a fait, je l'ai fait, Catherine Rouvier l'a fait, Henri l'a fait, Christine l'a fait, tout le monde l'a fait. Tout le monde râle contre ce qu'on appelle la surtransposition des normes européennes dans le droit français. En oubliant que, de manière très majoritaire, cette surtransposition est réglementaire. Elle n'est pas législative. Prenez les normes de fabrication agricole, ce n'est pas dans la loi qu'on met le nombre de microgrammes de je ne sais pas quel produit que vous avez le droit de mettre dans un litre de lait. C'est dans la circulaire. C'est aussi dans les directives européennes. Non, mais d'accord, mais la directive est transposée en droit français en disant il faut appliquer la directive, puis après, c'est l'économie du droit. C'est le circulaire qui dit comment ça doit s'appliquer. Comment. Ce qui veut dire qu'un volume très considérable de normes surtransposées dans le droit français pourrait être rayé d'un trait de plume dans le quart d'heure qui vient par le Premier ministre, qui pourrait décider, à l'article 1, toutes les normes qui contraignent les entreprises au-delà des standards fixés par l'Union européenne sont supprimées. Article 2, chaque ministère est chargé pour ce qui le concerne de la mise en œuvre de la présente directive. Signature François Bayrou, Premier ministre. C'est pas très difficile. La question, c'est de savoir pourquoi on ne le fait pas. Et j'ai une idée de pourquoi on ne le fait pas, parce que quand j'étais petit et que je faisais mes classes auprès de Mme Boutin, ici présente, nous avons rendu, elle a rendu, et moi j'étais son directeur de cabinet, nous avons rendu un rapport avec le regretté Étienne Pinte, ancien député du RPR des Yvelines, un rapport à M. Barrot, à l'époque ministre de la Famille, enfin des Affaires sociales, Jacques Barrot, visant à réformer intégralement le système des allocations familiales et tout le système allocataire français. Et on est allé voir le directeur général de la sécurité sociale, qui est devenu après un monsieur très éminent dans l'économie générale de l'administration française. Et il nous a dit en substance, votre idée, elle est très bonne. Mais qu'est-ce que je vais faire des dizaines de milliers de fonctionnaires dont le travail va être impacté par vos mesures et par votre préconisation. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne fait pas ce qui serait facile de faire. Je ne dis pas qu'il faut les mettre à la scène, hein, les fonctionnaires. On n'est quand même pas là, mais enfin, on peut leur parler, on peut leur expliquer, on peut leur donner des perspectives de carrière, on peut faciliter la mobilité personnelle. Enfin, il y a peut-être des choses à faire. Hein. Bon. Donc, prendre des mesures très simples d'oxygénation de la vie des entreprises. Je ne suis pas libéral, moi. Henri et moi, on est de la même veine, pour des raisons d'ailleurs tout à fait comparables. Je ne suis pas libéral. Je sais ce que c'est qu'une entreprise, j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est que le profit, créer des richesses, je sais ce que c'est qu'un tableau de bord de gestion, tout ça je sais. Et je pratique. Mais je ne crois pas dans le fait que l'argent est l'alpha et l'oméga des relations sociales. Je ne pense pas que le commerce soit la relation qui modèle les comportements humains, je ne crois pas tout ça. Je crois donc en un équilibre entre l'action de l'État sur l'économie et puis la liberté des acteurs. Et je vois que les acteurs sont étouffés, donc il faut leur donner de l'oxygène. Les réglementations, les lois, il faut commencer par supprimer ça. J'ai un souvenir de la campagne primaire de 2016, où j'étais candidat, et Bruno Le Maire, qui était notre collègue à l'Assemblée, est venu me voir un jour en me disant « Tiens, toi qui connais un peu le droit du travail, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses des... je ne sais pas combien, 195 ou un truc comme ça, mesures de droit social que j'ai. Vous savez, il avait fait un programme avec 1000 mesures, vous vous rappelez Et alors je lui ai dit, Bruno, je t'arrête tout de suite, hein, il y a tout ce qu'il faut dans le droit social. Il y a une chose à faire, c'est couper. Donc si tu dis autre chose que je vais couper, je ne t'écoute pas. Je n'ai pas le temps. Donc tu coupes. Si tu commences à rajouter des trucs, tout y est. Mais comme dans beaucoup de domaines du droit français, tout l'arsenal juridique français est parfaitement complet. Il faut en enlever, il faut l'élaguer plutôt que... Pourquoi ? Parce qu'il faut faire confiance aux acteurs. La société française crève de ça, c'est que personne n'a confiance en personne. Donc quand vous n'avez pas confiance, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des lois et des règlements. Et le législateur, comme il n'a pas confiance dans le pouvoir judiciaire, parce qu'il pense que le pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire pour être plus précis, va interpréter dans le sens qu'il arrange la loi que le législateur a votée, que fait le législateur ? Il écrit la loi dans le détail. C'est-à-dire que quand il dit toutes les discriminations sont interdites, ce qui en français devrait suffire, il prend la peine de dire c'est-à-dire 2 points tirés, pour être sûr qu'il n'y a pas un juge qui va dire ah bah oui mais ça c'est pas tout à fait une discrimination, donc c'est la méfiance qui fait pour une part l'inflation législative.
Si les trois pouvoirs qui sont constitués, malgré tout par la Constitution, parce que la Constitution, ça peut être un acte de défiance, c'est avant tout un acte constitutif d'une organisation politique. C'est quand même ça à ça que ça sert. Si les trois acteurs principaux de cette Constitution, qui exercent l'autorité, je veux dire, quotidiennement, sont en situation de défiance l'un par rapport à l'autre, bah, évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Et nous sommes au cœur de ça. Au cœur de ça. Donc il y a cette affaire de faire confiance aux acteurs. J'ai pris avec moi parce que je trouve ce texte, comme souvent d'ailleurs, absolument éclairant. Voilà ce que le général de Gaulle dit pour son discours des vœux du 31 décembre 1968. 1, c'est pas d'hier. 2, c'est pas n'importe quelle année. 3, ça date d'une époque où les discours de vœux des présidents de la République ressemblaient encore à quelque chose. Voilà ce que dit le général de Gaulle. À l'origine de ce trouble, il parle du trouble qui a saisi la société dans l'année 68. Il y a le sentiment attristant et irritant qu'éprouvent les hommes d'à présent d'être saisis et entraînés par un engrenage économique et social sur lequel ils n'ont pas de prise et qui fait d'eux des instruments. Ce mal du siècle qui est celui des âmes, nous pouvons, pour notre part, contribuer à y remédier en organisant la participation de tous à la marche de l'activité à laquelle ils contribuent, de telle façon que chacun soit dignement associé à ce qui se passe à son propre sujet et assume des devoirs en même temps qu'il fait valoir des droits. Comme dirait Verlaine, le reste c'est de la littérature, si vous voulez. Voilà, tout est là. Absolument, tout est là. Donc pour continuer de répondre à votre question, alors c'est dans un petit livre qui s'appelle La Voix du Peuple, il est en vente dans toutes les bonnes pharmacies et au fond de la salle, si vous voulez, vous le procurez tout à l'heure. Ce que je vais dire là, je l'ai écrit là-dedans. Moi, je crois dans les corps intermédiaires. Je pense, et en cela je ne suis pas libéral, je pense qu'il n'y a pas de société qui fonctionne sans des corps intermédiaires puissants. C'est-à-dire des choses, des organisations qui à la fois protègent les individus contre le pouvoir de l'État, parce que l'État il a vocation à accroître son pouvoir si personne ne l'arrête, hein, c'est ce qu'on voit en ce moment, et donc à contenir le pouvoir de l'État contre les individus. Je crois dans ces corps intermédiaires. Je pense, j'avais pris d'ailleurs au moment de la primaire, la défense de la CGT sur le plateau du débat, parce que mes collègues voulaient commencer à interdire les syndicats, etc. Parce que la CGT, c'est un affreux salopard, enfin bref. Et je leur avais dit, mes chers collègues, est-ce que je peux vous rappeler que la CGT signe plus de 80% des accords d'entreprise qui sont soumis à ses représentants. Plus de 80%. Alors ils sont râpeux, c'est un ancien DRH de la métallurgie qui vous le dit, donc je les ai pratiqués plus jeunes. Ils sont très rugueux, ils ont plein de défauts. Il y en a dont ils souffrent, comme les autres syndicats, d'une baisse moyenne de la qualité de ses représentants et de ses cadres. C'est comme ça, c'est partout pareil. Mais vous ne pouvez pas imaginer une société sans organisation qui défend les droits des travailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer une société sans famille solide. Et la famille est un corps intermédiaire. Vous ne pouvez pas imaginer une société sans collectivité territoriale puissante avec une vraie liberté d'action. Je ne parle pas de la décentralisation à la Defferre. Je parle de la loi NOTRe qui a tout compressé et qui a tout... Donc en fait, le modèle social et économique français repose d'abord sur une conception des rapports de pouvoir. D'ailleurs, c'est le point sur lequel M. Chouard avait raison tout à l'heure. La seule différence, c'est que moi, je ne crois pas que la relation de confiance soit impossible. Je ne pense pas que quand vous confiez des responsabilités à des gens qui vous représentent, ils les dévoient forcément. J'ai été le témoin pendant 30 ans de ma vie du contraire, et j'espère aussi l'acteur. Et donc je pense que la clé, c'est le renforcement des corps intermédiaires contre l'extension illimitée des pouvoirs éventuels de l'État. Et si vous pensez corps intermédiaires, défense des familles, des entreprises, des associations, des organisations syndicales, des territoires, pensez à ça en leur redonnant du pouvoir, des moyens, des acteurs qui soient formés, etc. Je pense que le reste se fera tout seul parce que le peuple français est suffisamment malin pour trouver tout seul les solutions qui font sa prospérité. Merci beaucoup à tous les deux. On a un peu débordé dans le débat, on va prendre 2-3 questions. Donc si on peut faire circuler le micro, mais des questions, oui, des vraies questions, quoi. Pas des soutenances de thèse, comme dit Jean-Frédéric.
Bien, bonjour et merci pour cet intéressant échange. J'aimerais revenir sur du très concret. On a 3100 milliards de dettes. Notre souveraineté, avec 3100 milliards de dettes, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a un déficit qui continue, je dirais, à hauteur de 150 à 170 milliards par an, et maintenant de façon chronique. Donc oui pour les corps intermédiaires, oui pour la défense de la famille, et non à un libéralisme outrancier. Mais à un moment, où est-ce qu'on coupe? C'est-à-dire qu'à un moment, on a un modèle de recettes et un modèle de dépenses. Je pense que notre modèle de recettes, avec 52 ou 53% de prélèvements obligatoires et des dépenses qui sont à 57% du PIB, il faut s'arrêter. Donc à un moment, c'est dans la dépense qu'il faut couper. Donc où est-ce qu'on coupe? D'accord. Je me permets juste, en tant qu'économiste, de rappeler qu'il est impossible de ne pas faire de déficit public. Sauf pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par l'étranger qu'elle attire l'argent nécessaire. Parce que la création de monnaie se fait par la dette. Ceci dit, le déficit public est trop important. Qui veut répondre à la question? Brièvement. Où on coupe, on le sait, où il faut couper. Nicolas Sarkozy avait instauré cette excellente idée de non-remplacement d'un fonctionnaire qui part à la retraite sur 2. Ça fait à l'époque économiser 1,5 milliard d'euros par an. Et là, ça se cumule. Hein, parce que ceux qui sont partis l'année N, ils ne reviennent pas en année 2, donc c'est 1,5 milliard plus 2 fois 1,5 milliard plus 3 fois 1 milliard. Ça veut dire qu'à la fin d'un mandat, ça fait 15 milliards. Alors vous allez me dire, c'est ce qu'on avait entendu, d'ailleurs c'était la peur de Nicolas Sarkozy à l'époque, quand il nous avait reçus à la salle des fêtes d'Élysée pour nous expliquer qu'en fait on arrêtait ce programme. On va, le discours habituel, on ne va pas supprimer des infirmières, des instituteurs, des policiers, machin, etc. Non. Ah non, mais si on va à l'inspection académique du Chesnay, où il n'y a pas d'instituteurs et pas de professeurs, je vous garantis qu'on va trouver de quoi, effectivement, inviter un certain nombre de personnes, peut-être à exercer d'autres métiers dans d'autres branches de la fonction publique. Mais elles vous diront c'est pas possible, elles auront raison, parce qu'elles sont cloisonnées, les branches de la fonction publique. Donc vous ne pouvez pas, sauf alors à tordre les trucs dans tous les sens, et vous y serez d'ailleurs empêché, faire en sorte que quelqu'un qui aujourd'hui assure un poste de secrétariat dans un service de l'inspection académique du Chesnay se retrouve à faire du secrétariat dans un commissariat de police du sud du département. Parce que les filières ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez, et il faut. Une des erreurs de Fillon en 2017, il n'y en a pas eu qu'une, quand il a dit on va supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. La France pourrait ne pas s'en rendre compte. C'est le drame, c'est-à-dire qu'on a bien quelque chose de problématique. Il a dit on va les prendre dans les collectivités locales. Erreur, parce que c'est probablement là qu'ils travaillent le plus. Mais il faut dire aux gens, quand vous leur dites ça, c'est quelqu'un qui a animé des plans sociaux dans sa carrière professionnelle qui vous le dit. Quand vous êtes obligé de fermer une agence, un site ou quoi que ce soit, alors évidemment, il faut s'occuper dignement de ceux que vous licenciez. Mais enfin, ça fait des ondes de choc tout autour quand même. Si vous n'avez pas de message à donner à ceux qui restent, ben, ils posent le crayon puis ils attendent que ça se passe. Hein. Donc quand vous dites à 2 millions ou 1 million et quelques de fonctionnaires territoriaux, je crois qu'ils sont 1,2 million ou 1,3 million, non, on va supprimer 500 000 postes majoritairement dans la fonction publique territoriale. Le premier réflexe des gens, c'est qu'un, ils ne vont pas voter pour vous. En période d'élection, c'est quand même un peu dommage. Et deuxièmement, ils attendent qu'ils vous dites, mais on va devenir quoi, nous? C'est quoi notre métier de demain? On va être payé comment? On va travailler où? Avec quels outils? Si vous ne faites pas cet effort de dialogue social préventif pour expliquer ça, vous n'arrivez à rien. Donc on peut le faire, ça n'a pas été fait. C'est Éric Woerth qui avait été chargé de ça dans le mandat de Sarkozy pour la fameuse révision générale des politiques publiques qui est mort-né, mais on sait, il y a des pistes, bien sûr. Alors je suis de l'avis d'Henri, hein. On ne va pas supprimer l'ADEME ni le CEA, mais il y a 4 ou 5 trucs quand même. Si on rapatriait le pouvoir au sein des ministères, je termine juste un moment par là parce que c'est mineur, c'est vrai. Enfin, pas, mais on a avec quelques amis un peu potaches, on avait décidé de s'amuser un peu dans les séances de nuit à l'Assemblée. Et un jour, avec 2-3 fortes têtes, on avait déposé des amendements pour supprimer le budget de la HALD. Ah, on s'était bien amusé. Ça, je vous assure qu'on avait passé un bon moment. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Vous savez, ces trucs genre de truc qui sert absolument à rien, parce que il y a un garde des Sceaux, qu'a priori, le garde des Sceaux fait parfaitement son travail. Donc on a les pistes, mais il faut surtout penser, c'est ça, et je terminerai par là, pardon.
ce qui crée la richesse, enfin, ce qui fait la résorption des déficits, c'est davantage peut-être la création de recettes supplémentaires que la diminution de dépenses. Mais il faut les deux. Mais on pense très peu, je trouve, très peu, à la création de richesses supplémentaires. Donc c'est pour ça que je serais plutôt partisan d'actions sur la déréglementation. Je ne parle pas de dérégulation, mais déréglementation, assouplissement, oxygène, je crois ça. Et je crois qu'après, quand on laisse faire les entreprises, elles se débrouillent. Vous voulez répondre à cette question ou j'en pose une? Non, je veux rebondir sur les propos de Jean-Frédéric. Alors, franchement, la révision générale des politiques publiques est un échec absolu. Absolu. Parce qu'au début, sur le papier, c'est très bien. On me dit, on va regarder ce qui ne marche pas, on va supprimer ce qui ne marche pas. Très bien. Qui ne pourrait ne pas être d'accord avec ça? Vous confiez ça à quelques experts qui s'entourent de cabinets de conseil, et au bout de 15 jours, c'est plus la révision des politiques publiques, c'est le rationnement de toutes les politiques publiques. Et après, vous payez le prix politique pendant 20 ans, parce que chaque fois que vous allez sur un plateau, et à juste titre, on vous dit, mais c'est vous qui avez diminué le nombre de policiers, c'est vous qui avez diminué le nombre de militaires, c'est vous qui avez diminué le nombre d'infirmières, c'est vous qui avez sabré dans les effectifs de profs. Je crois qu'il faut arrêter avec ces recettes. Alors, parlons de 1 sur 2. Pareil, c'est lié, hein, c'est le 1 sur 2. Le 1 sur 2, c'est une idée qui traînait il va y avoir depuis très longtemps. Hein, il va y avoir des pics de départ à la retraite. Alors, on va pouvoir profiter pour dégager. Mais ce genre de règle arithmétique est impraticable. Impraticable. Alors d'abord, sur l'administration d'État elle-même, savez-vous combien il y a de départs à la retraite par an? Moins de 50 000. Moins de 50 000. Voilà, donc vous imaginez le temps qu'il faut, même si vous arrivez à faire votre 1 sur 2 pour diminuer significativement les effectifs de la fonction publique. La fonction publique d'État, elle est à l'os. Il y a des endroits où, comme partout, comme dans toute organisation, où il y a des gisements de productivité qu'on peut exploiter. Comprenez bien que si on les exploite, il faudra mettre les moyens qu'on mettait là, il va falloir les mettre ailleurs. Parce que, globalement, on manque de tout. On manque de tout. On regarde le budget actuel. Est-ce que c'est raisonnable de diminuer les crédits à l'université, les crédits à la recherche, les crédits aux associations sportives? Fantastique. Alors, on peut contrôler les associations pour voir celles qui font n'importe quoi, qui trichent, etc. Mais dans l'état de la société, 130 millions pour les associations sportives, supprimer ça, c'est absurde. C'est absurde. Il vaut mieux que les gens aillent faire du sport que de traîner dans la rue. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le dit. Et chaque fois qu'on caricature, chaque fois qu'on simplifie trop, on va dans le mur. Alors je sais bien, ça fait plaisir aujourd'hui. Il y a des gens qui se baladent sur les plateaux. Alors IACA, vous allez voir, en France Travail, c'est bon, on peut supprimer parce que ça ne sert à rien. Vous savez, en France Travail, il y a un peu plus de 50 000 employés. Alors on me dit, ils font que 13% ils placent que 13% des chômeurs qui retrouvent un emploi. Oui, d'accord. C'est 13% de la catégorie 1. Je peux vous dire que ça fait déjà beaucoup plus que ce que nous coûte leur salaire. Hein. Ils ont déjà, c'est pas beaucoup, mais ils nous coûtent rien. Alors la réponse des gens qui ont réponse à tout, oui, mais ils auraient trouvé du travail tout seuls. Ah bon, vous êtes sûr? Bon, je veux dire, il faut sortir de tout ça. Faites France Travail, faites une enquête de satisfaction auprès des chefs d'entreprise qui maintenant recourent beaucoup, parce que les services de France Travail se sont beaucoup diversifiés, recourent beaucoup aux services de France Travail, et vous verrez que tous ceux qui y recourent sont satisfaits des services qu'on leur donne. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des problèmes d'organisation, mais il faut arrêter de tout caricaturer. Donc c'est pas demain qu'on vous voit une tronçonneuse pour mais la tronçonneuse est une aller aux absurdité. élections. Il faut être complètement débile. Alors qu'on en fasse un slogan, très bien, on met sur la table la tronçonneuse, mais qu'on fasse une politique à la tronçonneuse, c'est absurde. Une société ne se gère pas à la tronçonneuse, l'État non plus. Parce que moi,
c'est très bien ce que tu dis sur faut que l'État ait des contre-pouvoirs, très bien. Le problème majeur aujourd'hui, c'est de restaurer l'autorité de l'État, c'est de restaurer les moyens de l'État. Il n'y a plus d'État. Et en France, quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de société, parce que c'est l'État qui a fait la société française. Et alors, regardez aux États-Unis, c'est très intéressant quand même. Les États-Unis, il y a une semaine, la semaine dernière, l'administration Trump sort un texte en disant « Pendant un mois, on va suspendre toutes les dépenses d'assistance » pour pouvoir réviser, voir ce qui est conforme aux objectifs de la campagne de Trump. Et on suspend. Alors c'est mal écrit d'abord. Écrit comme c'était, ça pourrait concerner 3 000 milliards de dépenses. Fantastique, hein? Mais regardez, Yaka, il le fait. Moi, pendant 2 jours, on a entendu ça, regardez. Ça a duré 48 heures. Parce que c'était le chaos. Vous apprenez comme ça que Medicaid, aux États-Unis, qui est un système d'aide pour l'assurance maladie, pour ceux qui ne peuvent pas se payer des assurances maladie privées, ça concerne, j'ai découvert ce chiffre, mais 40% des accouchements, par exemple. Donc pendant un mois, vous n'allez plus pouvoir, il y a 40% des gens qui ne vont plus être aidés pour pouvoir accoucher. Et aux États-Unis, quand l'hôpital n'est pas payé, il ne prend pas le malade. Hein. Bon, je veux dire, on ne peut pas raisonner comme ça. Alors moi, je comprends bien la technique de Trump. Hein, on donne des gros coups, puis on va voir ce qui sort. Mais il y a des moments où c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas procéder de cette façon. Alors, je donne 2 minutes la parole pour finir à Jean-Frédéric Poisson, puis après on laisse parce qu'il y a encore une... voilà. Je réagis à ce que Henri disait à l'instant sur restaurer l'autorité de l'État, mais ce n'est pas du tout contradictoire avec la puissance des corps intermédiaires. Le drame. Non, mais je n'ai pas dit ça. Ah pardon, je n'avais pas compris. Ok, d'accord. Non, je dis simplement qu'il y a une priorité aujourd'hui à restaurer et à reconstruire l'État. Je ne parle pas de la bureaucratie. Vous savez pourquoi il y a de la bureaucratie? C'est très intéressant à observer cette histoire. D'abord, la bureaucratie, ce sont ceux qui voulaient réduire les dépenses qui l'ont créée, par exemple, à l'hôpital. Qui l'ont créé. Les ARS, c'est les héritiers des ARH créés par Alain Juppé en 1995. Voilà. Non pas, alors on disait rationaliser, on va rationaliser. On a vu, on a rationné. Voilà, on a rationné. Et aujourd'hui, les gens, ils crèvent dans les couloirs des services d'urgence. Bon, mais c'est intéressant. Donc il y a ceux qui voulaient contrôler absolument tout, l'emploi de tout denier public, mais d'une façon absurde, mettant un contrôleur derrière chacun. Le médecin, il ne pouvait pas bien dépenser, donc il fallait une bureaucratie pour dépenser. Ceux-là ont contribué à créer une bureaucratie importante. Et la deuxième chose qui a contribué à créer une démocratie, une bureaucratie très importante, ce sont tous les gens qui ont cédé à l'idéologie de la mise en pilotage automatique de la société. Une des pires choses qui nous arrive, c'est la dépolitisation de la société et de l'économie. On ne peut plus intervenir. Il faut la mettre, le politique a plus son mot à dire, il faut la mettre en pilotage automatique. Mais si vous voulez la mettre en pilotage automatique, il faut tout prévoir. Il faut tout réglementer dans le détail. Tout. Hein, c'est comme un pilotage automatique d'un avion. Il faut que le logiciel il prévoit tout. Et à ce moment-là, vous êtes accablé. Donc c'est le paradoxe. Quand le libéralisme imbécile... pas le libéralisme en général, le libéralisme imbécile qui veut tout mettre en pilotage automatique conduit à une émergence d'une bureaucratie folle. Tout ce qui affaiblit réellement le politique et l'État finit par la bureaucratie. Ouais, je pense qu'on finira par ces mots qui sont des beaux mots. Merci à tous les deux pour votre contribution. Il a des dizaines d'ambulances qui arrivent avec des patients qui sont déjà morts parce qu'il n'y a pas d'infirmières ni de médecins. Et ensuite, McKinsey. On n'a pas d'administration qui sont capables de faire le boulot de McKinsey. 43 milliards, je viens de vous trouver. Mais ils sont d'accord. Hein. Alors, sur l'Ukraine, j'ai assez écrit pour ne pas revenir sur le débat. Sur McKinsey, vous savez, McKinsey est des cabinets de conseil. Bon, ça peut arriver sur des sujets
techniques où on n'a pas la compétence. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis des décennies? On s'est débarrassé de cette compétence. Donc on forme des ingénieurs, par exemple, de très haut niveau. Hein. On les paye. Genre, bon, on a payé les polytechniciens, on paye ses études. Et puis, quand ils arrivent dans l'administration, bon, on les paie mal. Et en fait, on ne les embauche pas. Moi, il y a quelques années, j'avais regardé pour Polytechnique, 17% seulement d'une promotion partait dans le secteur public. Et on me répond, oui, mais l'État n'a pas besoin d'ingénieurs n'a pas de gros besoin d'ingénieurs de ce niveau. Et donc, on va acheter leurs compétences, après avoir supporté tous les coûts de formation, 10 fois plus cher en achetant les services d'un cabinet de conseil. Fantastique. Voilà, mais tout ça, c'est une longue série d'âneries. Enfin, ben non, il faut obliger les gens dont on paye les études à faire un minimum de temps dans l'État et pas seulement avec la sanction d'une pantoufle ridicule que la grande entreprise va payer. Non, il faut que ça soit beaucoup plus contraignant que ça. Et l'État, bien sûr qu'il en a besoin, donc il va embaucher. Non seulement il les embauche indirectement à travers les cabinets de conseil, mais en plus il en embauche plein toute l'année, hein, directement, parce qu'il y a besoin non pas de moins en moins d'ingénieurs très qualifiés, mais de plus en plus. Voilà, bon, alors je passe sur Bill Gates, je passe sur le reste, mais si vous voulez, vous avez raison, mais c'est ça qu'il faut corriger. Hein, c'est pas la tronçonneuse, c'est pareil ce qu'on a fait pendant la pandémie. Alors chacun en pense ce qu'il veut. Moi j'ai détesté, hein, mais voilà, j'ai détesté la façon dont on s'y prenait. Le coût de tout ça, il est considérable. Quand vous imposez aux gens de ne pas travailler, vous fermez leur boîte et vous leur dites, bon, au lieu de les indemniser, puisque c'est une fermeture administrative, vous dites, je vais vous faire un prêt à taux zéro. Ah ben, le prêt à taux zéro, un jour, il faut le rembourser. Et là, on arrive au moment des remboursements où il y a un tas d'entreprises. Alors, il y a les escrocs, hein, qui ont fermé eux-mêmes pour pouvoir empocher le prêt. Et puis, il y a un tas de petites boîtes, de boîtes fragiles qui ne peuvent pas. Et donc, elles ferment. Voilà, mais on a décidé d'en fermer tout le monde. Le coût, il est immense. Immense. Non seulement économique, la perte économique, le poids sur les finances publiques, mais aussi parce que ça a tué la sociabilité. Regardez l'état psychologique, psychiatrique de la société française, et pas seulement d'ailleurs de la société française, de toutes les sociétés occidentales. Est-ce qu'on veut bien en tenir compte? Voilà. Et enfin, à la fin des fins, la question est celle du potentiel de croissance, du potentiel de création de richesse. Et toute mesure destinée à rétablir, soi-disant, les finances publiques, à rembourser la dette, etc., qui se fait au prix d'une diminution du potentiel de croissance, nous conduit dans une impasse totale. Merci et bravo à tous les deux.